prendre le pas sur les communes par rapport à ce problème-là. Aujourd'hui, on entend parler dans les médias qu'il manque partout, dans beaucoup de communes, des logements sociaux, des logements en général. Alors, est-ce que la nouvelle communauté de communes va prendre le pas sur la commune de Ponthierry ou de Pringy et imposer leur vouloir, en fait, compte tenu qu'on sait quand même que sur Melun, il n'y a plus tellement de place pour construire. Alors que dans nos communes, a priori, il y en a. Est-ce qu'à la limite, on ne verrait pas à Seine-École des immeubles poussés, par exemple? Voilà, la question c'est ça. Est-ce que le pas va être pris par la communauté de communes à ce sujet-là? Alors, je vais me lever parce que j'espérais que cette question vienne, mais qu'elle vienne plutôt parce que c'est un point majeur et un point dur. La communauté d'agglomération a, de par la loi, dans les compétences quasi obligatoires, ou même les questions d'aménagement de territoire. Voilà. D'ailleurs, avant, il y avait un syndicat qui s'appelait le SMEP, syndicat mixte d'études et programmation, qui prévoyait et qui donnait une projection. Le SMEP va disparaître, puisqu'il y avait l'Agglo, et Pringy et Ponthierry. Donc c'est une école. Et donc, puisque tout est regroupé, ce syndicat disparaît. Donc ça veut dire que toutes les compétences de vision, d'aménagement de territoire, etc., seront gérées au niveau de l'agglomération melunaise. Ça, c'est sûr. Donc ça veut dire que comment on définit les zones, etc., sachant que la loi prévoit et pousse fortement à faire passer les plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire ce sont vos documents réglementaires d'urbanisme pour lequel le maire avait tout pouvoir, parfois à bon ou mauvais usage, et qui là, la loi pousse à des PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ça veut dire que si on veut avoir la politique d'aménagement de territoire, il est logique qu'on ait des outils, et les outils, ce sont les PLUI. Enfin, les plus. Par contre, le maire garderait la maîtrise des permis de construire. Sachant que le maire, il ne fait pas ce qu'il veut avec un permis, il le fait par rapport à des règles, et ces règles, ce sont les plus. Voilà. Donc quand on a des zones denses, par exemple, si quelqu'un vend son terrain, le divise et densifie, le maire ne peut pas s'y opposer. Voilà. Sous peine de quoi, il part en procès, et il y a des dommages et intérêts pour les préjudices causés. De toute façon, l'administré a gain de cause. Voilà. Donc, moi derrière ça, je vais vous donner un avis qui est purement personnel. Il y a effectivement des craintes par rapport à votre vision, qui est de dire, est-ce qu'on ne va pas être le réceptacle territorial des carences de l'agglomération melunaise? Il y a une petite alarme qui, sans doute, va nous rappeler. Et je pense qu'on ne doit pas aimer ce que je vais dire. Qu'est-ce, Véronique, tu sais, non? Non, pas du tout. Non? Bon, sinon... Vous voyez que la proximité, c'est important, hein? Il y a une code. Code, ouais. Tiens, Daniel, peut-être, oui, il va nous sauver. Alors, les 2-3 choses qui aujourd'hui paraissent là-dessus. C'est le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry qui, dans une réunion d'agriculteurs, je ne sais pas si on a dans la salle, ils pourront confirmer, qui a dit qu'ils iront doubler l'aire des gens du voyage. Alors on a une obligation, on a dépassé de 2, cher Jean-Claude, de ce que la loi nous obligeait, parce qu'au niveau gestion c'était plus facile, et là on va la doubler. Mais on va la doubler quand on sait que la commune d'à côté, pas loin, a toujours refusé de mettre en place une aire de gens du voyage. Si on la double... C'est raté. On reste dedans. Si on la double, c'est pour tout simplement prendre ce que ne veut pas faire Damary, puisque la gestion vis-à-vis de l'État aujourd'hui, elle est raisonnée sur l'ensemble du territoire. C'est la seule raison pour qu'à un moment donné, c'est compliqué une aire de gens du voyage. C'est compliqué. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, il faut bien accueillir, il faut bien, c'est une population... Mais je ne vois pas l'intérêt de notre territoire aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a rendu intercommunal, de façon à pouvoir aussi faire intervenir le préfet s'il y avait des occupations sauvages sur Pringy autant que sur Saint-Fargeau-Ponthierry. Et donc,
on double. Voilà, on double. Il y a un autre élément, c'est pas l'intérêt de notre territoire. Que chacun prenne sa part et que l'ensemble du territoire prenne sa part dans un sujet qui est un sujet difficile et délicat. Le deuxième élément, c'est que le maire a dit qu'il fallait un nouveau pont. Et que le nouveau pont, effectivement, quand on fait le lien entre les projets de l'agglomération meulunaise, qui veut un contournement, on a fait des heures de réunion sur les questions de contournement, et qu'on sait que le pont qui est à Boissy-le-Roi et Lemay a du plomb dans l'aile, parce que personne n'en veut, gauche-droite. D'ailleurs, sur les deux côtés de la Seine, rive gauche et rive droite, c'est ça dont je parlais, hein, c'est la rive gauche et la rive droite, uniquement. On sait qu'un des projets sur lequel je m'étais fortement positionné a été à un moment donné de passer par-dessus, derrière Lemay, et de franchir entre Saint-Fargeau et Tilly, et de rejoindre l'autoroute directement, c'est-à-dire que tout le nord, la circulation de Melun, puisse venir ici rejoindre l'autoroute. Ce qui n'était pas idiot, en soi, en termes d'aménagement de territoire, sauf pour les territoires directement concernés. Donc là, on avait un poids politique qui nous a permis de mettre fin à cela, mais je subodore que s'il n'y a plus de défenseurs de cette affaire, il est fort possible que ce projet renaisse. Pourquoi le maire dit à un moment donné qu'il faudra un nouveau pont sur la ville? On a le seul entre Corbeil et Melun. Bon. Donc c'est qu'il y a bien. Pourquoi? Et là on a peut-être l'explication de l'urbanisation accélérée de la plaine de Tilly. C'est qu'on sait que les terrains en bordure d'une nouvelle route sont effectivement très attractifs. Voilà. Et quand on sait que le maire dit également, c'est dans une délibération, qu'on va requalifier toute cette zone-là, on va lui redonner une nouvelle fonctionnalité, d'où le déplacement de la mairie au cœur de ce secteur-là, il n'est pas du tout dit, effectivement. Alors ça peut satisfaire un tout petit peu Pringy, qui voyait aussi, pour un certain nombre, d'un mauvais œil, un contournement possible entre l'ex-nationale, la 607, la D371, je crois celle de Boissy-le-Roi, et puis l'autoroute A6, et qui à un moment donné passait sous les... voilà. Donc, et je sais qu'une partie de Pringy n'était pas tout à fait favorable, et qu'on sait non plus, je me tourne vers les élus de l'époque, qui ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Donc, mais, voilà. Donc, encore une fois, la question d'aménagement. Et on sait qu'il n'y a plus de place pour les entreprises, on sait qu'il n'y a plus de place pour un certain nombre d'équipements, on sait qu'il y a certaines villes qui le refusent, et effectivement, je ne connais pas la capacité aujourd'hui à nos nouvelles gouvernances de pouvoir prioriser la défense d'intérêts de notre territoire. Bonsoir. Vous me permettez d'ajouter deux éléments d'information concernant ce que vous venez de dire par rapport à la question de ce monsieur. D'abord, je parlais du PLH. Le plan local d'habitation, qui est un document aussi qui est formalisé par la communauté d'agglomération, qui précise sur un programme de... Alors, c'est 4 plus 5 ans, je ne me souviens plus exactement, excusez-moi, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé ou en cours de renouvellement, qui précise là où doivent se faire les habitations, notamment sociaux. Donc cet élément-là devra seulement être revu à la venue des communes, si ça se précise, si ça se fait tel que actuellement c'est précisé. La deuxième chose, c'est le SCOT. Alors là, ça rejoint les éléments dont parlait M. Walker. C'est un élément sur lequel il va falloir regarder de très près. Le SCOT est actuellement en cours d'élaboration au sein de la communauté d'agglomération, ainsi que pour Pringy et Ponthierry, puisqu'il est mené par le SNEP encore jusqu'à terme. Actuellement, c'est en cours de discussion, en cours d'élaboration, il n'y a pas eu de réunion publique. Excusez-moi, juste, le SCOT, c'est un document d'urbanisme qui est entre le PLU vous pouvez reprendre, hein, et le schéma régional. C'est-à-dire qu'il y a 3 couches aujourd'hui, donc voilà, il y a 3 couches qui doivent être en cohésion. Et le PLU doit être en cohésion avec l'échelon supérieur qui lui-même doit être en cohésion avec le DRIF. Je vous laisse la parole. Juste pour vous dire,
dire que ce SCOT est en cours d'élaboration et que prochainement doit être présenté le PADD, c'est un plan d'aménagement du développement durable. Et là, dans ce PADD, on devra savoir où sont les coûts, précisément parce que je pense qu'il y a nécessité qu'ils soient prescrits dans ce PADD d'une façon précise. Donc ce sont des choses sur lesquelles il va falloir être très attentif dans les semaines qui viennent, puisqu'on doit, le PADD doit être présenté quelque part en octobre, novembre, je pense, pour pouvoir amener un SCOT qui doit être à peu près terminé dans les débuts de l'année 2017. Voilà. Merci, oui, parce que j'ai répondu surtout sur les questions d'aménagement, je n'ai pas répondu sur la question de logement, et je remercie monsieur de pouvoir effectivement nous donner ces compléments. Allez-y, encore quelques questions. Dans les finances, je ne veux pas vous souffler, mais il y a Denis qui est impatient de vous dire des choses. Je voudrais savoir quel va être l'impact financier pour notre commune, sachant que Simola est endetté. Hein. C'est pas un secret, c'était dans le Parisien, ça fait gros. Alors, l'endettement de juste simplement l'endettement de chaque ville ne va pas nous concerner directement. C'est la question de l'agglomération dans son ensemble, donc, nous, autre collectivité au-dessus de la commune, et c'est bien sûr elle qui est concernée directement. Après que Boissy, Tabarly, j'en sais rien, quelles que soient leurs finances, ne nous concerne pas nous directement. Si ce n'est qu'à un moment donné, l'agglo compense quand même beaucoup en fonction du poids politique de chacun. Tony ? Sur cet aspect-là, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a au niveau des compétences de la Comcom un certain nombre de budgets qui sont votés. Et donc, à aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les recettes qui sont liées à tout ce qui concernait l'ancienne taxe professionnelle, donc qui s'appelle maintenant la CFE ou la CDAE, donc ces recettes-là, qui sont celles de Ponthierry, vont être transférées à l'agglo. Donc ça représente en gros, pour l'avoir chiffré par rapport à l'année dernière, un peu plus d'1 million d'euros. Donc c'est des recettes qui vont partir. Donc en contrepartie de quoi, la communauté d'agglomération reversera aussi à notre commune. Par contre, il y a quand même un certain nombre de points qu'il faut mettre aussi en avant. C'est que la commune, en tant que telle, à partir du moment où des compétences ne sont pas reprises par la communauté d'agglo, va être obligée de reprendre un certain nombre de choses. Donc c'est le cas par exemple de tout ce qui concerne la jeunesse, ce qui concerne la police et ce qui concerne la petite enfance, donc la maison de la petite enfance. En gros, ça représente une charge pour la ville, donc, qui était aujourd'hui portée par l'Interco, mais qui est une charge d'environ 900 000 euros. Donc là, par rapport à ça, on voit que d'un côté, on va avoir des équilibres qui vont se faire. Donc on va transférer des recettes à l'agglo, l'agglo va nous renvoyer un certain nombre de l'argent aussi, mais il va falloir malgré tout assumer au niveau de la ville des budgets qui aujourd'hui étaient à l'Interco. Donc on peut dire que déjà, rien que par rapport à ces points-là, c'est quand même un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. On peut dire également que la maison de la petite enfance qui était portée en Interco, je ne pense pas que demain c'est Pringy qui va la supporter. Donc il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui revienne dans nos budgets municipaux. Donc il y aura forcément du plus, du moins. Là aujourd'hui, à l'état où on en est d'information, on a beau avoir un beau tableau dans le journal municipal, on ne sait pas trop bien les compétences, comment elles vont passer de l'une à l'autre. Et donc les aspects fiscaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de compétences, on parle de toute la partie immobilière, donc Véronique en a parlé tout à l'heure, mais il y a également toute la partie financière et tous les moyens humains. Donc quid de tout ça, quoi. Alors, on s'est beaucoup aussi posé de questions mercredi en communauté de communes sur le personnel, parce que malgré tout, il y a aussi quand même à se poser la question de savoir que deviennent tous les employés par rapport à ça. Quel est l'impact même par rapport à eux? Comment vont-ils être pris de l'autre côté? Donc là, je sors du cadre simplement des recettes et autres, mais quid de ça?
en sachant que le maire nous a, monsieur Guyard nous a expliqué en fin de session qu'il était difficilement envisageable que d'une communauté à l'autre, on ait sur des mêmes grilles indiciaires des différences de salaire. Donc si sur la Comcom les gens étaient mieux payés, qu'est-ce qui se passera demain? À l'inverse, s'il y avait plus d'avantages d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce qui se passera demain? Donc aujourd'hui, c'est au-delà de l'aspect Ferré-au-Pontin et pringiacien, donc de tout le monde, c'est de se dire que deviennent déjà tous ces gens. Le dernier point, puisqu'on parle de finances, donc il y a quand même un point qui hérisse en général tous les Français, mais je pense que tout le monde est comme ça aussi, c'est l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, donc en reprenant rapidement les éléments qu'on peut avoir d'un côté et de l'autre, donc si je reprends simplement, j'ai fait une base de comparaison pour un cas lambda, savoir aujourd'hui, vous payez au niveau de l'interco sur votre taxe d'habitation et sur votre taxe foncière, vous payez un certain pourcentage. Il y a un pourcentage qui est différent sur l'agglomération de Melun, donc, et qui non seulement est différent, mais en plus, au vote du budget, c'est un montant qui a été augmenté. Donc là, si je reprends, je vous livre juste des chiffres bruts, mais j'ai fait un calcul sur un exemple précis. Aujourd'hui, la taxe d'habitation, enfin, la part d'impôt intercommunal sur la taxe d'habitation à Saint-Fargeau-Ponthierry, pour nous, je n'ai pas malheureusement de feuille d'habitation de Pringy, mais vous pouvez regarder après chez vous. La taxe, le taux, c'est 4,67. Donc 4,67, c'est le taux brut. On a également sur l'impact fiscal, sur la taxe foncière. Donc la taxe foncière, il y a aussi une partie intercommunale. Donc au niveau de notre interco, c'est une part qui est de 4,19. Donc le seul point quand même qui est important, c'est que ce poids de 4,19 ne s'impute que sur 50% de la valeur. Alors je rentre dans la technique simplement, mais c'est 50% de la valeur locative du bien. Donc on pourrait dire que d'un côté, globalement, j'ai un chiffre de 8,86. Melun, enfin, aux communautés d'agglo de Melun-Val-de-Seine, c'était 7,88 l'année dernière, la taxe d'habitation. Le vote l'a passé à 8,04. Et la taxe foncière, par contre, était, elle, d'un petit niveau, elle était de 0,18. La seule chose, c'est qu'en faisant les calculs pour une habitation normale, on va dire, et sans tenir compte des abattements, parce que malgré tout, vous avez pas reçu dans vos documents les taxes d'habitation de 2015, mais il y a eu un vote l'année dernière qui a fait quand même pas mal de débats en conseil municipal de l'abrogation d'un abattement spécifique qui était sur la ville de Ponthierry, donc l'abattement général qui était de 20%, qui était de 20% depuis en gros les années 70, et qu'il était possible de poursuivre, et qu'on nous a indiqué qu'il fallait absolument se mettre dans la réglementation à revenir à 15% maxi. Donc rien que ce phénomène-là générera pour tous les Ferré-au-Pontin une augmentation de la taxe d'habitation. Mais ça, on l'aura dans 3 semaines. Donc pour reprendre mon exemple, c'est simplement de dire à aujourd'hui sur une maison lambda sur Ponthierry, si je fais l'addition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, le coût c'est 633 € pour l'exemple que j'ai pris. Sur la même base, sur les impôts qui vont nous arriver de l'interco, hein, puisqu'on ne va pas évidemment choisir nos taux, hein, on va prendre les taux qui existent, on passera à 754. Donc en soi, en valeur absolue, ça n'est que, je mesure bien mes mots, hein, ça n'est que 120 €, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et donc ça, c'est sans impact d'abattement. Je ne connais pas les abattements qui existent par ailleurs dans les autres communes. Mais là, c'est uniquement sur le chiffre de base. Donc pour vous dire qu'au niveau des impôts, forcément, à un moment donné, si on laisse en état, on va avoir notre fiscalité augmenter dès 2016, puisqu'on sera rentré dans l'agglo. Voilà. Oui, tout
petit complément, parce que Denis vous a présenté ça de façon très claire. Pour les locataires, ceux qui ne sont pas propriétaires, parce qu'autant on voit très bien qu'à un moment donné, ça compense la taxe foncière qui est très faible, effectivement, de l'autre côté. Mais pour ceux qui n'ont que la taxe d'habitation à payer, donc les locataires et tout, eux, ils vont avoir le doublement plein pot. Il n'y aura pas... Bah non, je dis pas tout, mais si on est effectivement que sur la base d'un locataire, on serait dans le cas aujourd'hui de Pont-Thierry de 437 €, quand on va passer sur l'agglo à 738. Il dit pas tout. Ouais, non, là c'est autre chose aussi. Le prix de l'eau, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait... Oh si, on est bien, 9h15, il n'est pas tard. Je reviens parce qu'il y aura aussi à prendre en compte l'augmentation par rapport au prix de l'eau quand on va passer sur cette nouvelle agglo. Juste pour info, l'année dernière en conseil municipal sur Pringy, on nous a demandé de voter, donc nous minoritaires on n'a pas voté bien sûr, mais on nous a demandé de voter une augmentation de 25%. Et la raison invoquée, bon, effectivement pour pouvoir assurer certains travaux qui étaient nécessaires, d'accord, mais il n'y avait pas que ça. On nous a aussi dit que la marche serait tellement haute pour rattraper ce qui nous sera proposé dans la future agglo qu'il fallait déjà qu'on commence à se remettre à niveau. Voilà. Alors, juste simplement, ça me paraît important à cette étape, de dire, il n'y a pas une vision catastrophique. Il ne faut surtout pas avoir une vision catastrophique non plus de l'entrée dans l'agglo. Il y aura à un moment donné quand même quelques avantages pour notre territoire. Sans doute un peu plus de lignes régulières. Tout dépend aussi comment vont se faire les compensations entre ce que l'on amène comme recettes et qui ne seront plus dans nos budgets. Pour Saint-Fargeau-Monthéry, c'est près d'1 million. Et comment se fera la compensation, soit dans la reprise et la gestion de certains services, soit soit c'est-à-dire quand l'agglo va reprendre la base de loisirs, qui deviendra toute l'agglo, voilà, ça sera aux 30 000 personnes, ça fera effectivement 250 000 € de moins qu'on n'aura pas payé, que l'agglo paiera. Mais en sachant qu'on amène 1 million. Voilà. Donc, la vraie question derrière, c'est ensuite, c'est quoi le résultat des négociations?